Alors, du coup, le temps que les personnes arrivent, je vais juste rapidement introduire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, les centres de contact. Et comment est-ce que va fonctionner ce petit webinaire? On va fonctionner en deux temps. Un premier temps qui va être relativement court, de présentation de notre part, où donc, on a fait ce support qu'on va vous présenter pendant une petite vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse répondre à vos questions, qu'on puisse échanger. On est plusieurs, donc du coup, autour de la table. Je vais commencer par me présenter moi. Donc, Jolan Sampère Bidégory, ça fait quelques années déjà que j'interviens dans le secteur des centres d'appel, plutôt sur le volet économique et social. Et d'ailleurs, du coup, petit point par rapport à Syndex, si on connaît bien le secteur, c'est parce qu'on intervient aussi bien en région que au niveau des sièges sociaux, qui sont souvent à Paris. Donc, du coup, au niveau des comités centraux ou des CSE du ES. Et donc, on intervient un peu à tous les niveaux des principaux acteurs du secteur, et c'est comme ça qu'on a construit une connaissance assez large du secteur. Et je vais essayer du coup mes co-intervenants d'aujourd'hui se présenter. Eh ben, je peux prendre la main très vite. Donc moi, je suis le représentant régional, ce que tu viens de dire, donc Frédéric Bézier. Je suis basé à Nantes et je suis intervenu notamment dans la région Pays de la Loire dans un certain nombre de centres d'appel. Donc je vois d'ailleurs que Nadège fait partie des participants, donc je te salue. Je passe la main à Cuyenne. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Cuyenne, hein, Lee Linglin, et je suis intervenant chez Syndex. Alors, dans le groupe SSCT, Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Voilà, donc je suis ergonome et psychologue du travail. Eh ben, très bien, si ça va à tout le monde, je vois que du coup, parfait. Donc je vois que Rachel nous a écrit pour nous dire que tout était bon. Bah, c'est parfait, donc du coup, on va démarrer. Ça va être en deux temps. On va démarrer par une partie en fait sur le marché, en fait, alors d'abord à l'international et après le marché français, en fait, parce que c'est un secteur qui est un peu particulier, parce qu'on a d'un côté, c'est pour ça on l'avait écrit dans la présentation, il y a à la fois une croissance et un déclin en simultané, en fait. Il y a une croissance au niveau mondial, hein, c'est un marché qui croît, mais au niveau français, on est plutôt sur une activité qui décline. Et c'est là où pour vous, c'est pas facile de s'insérer dans cette dualité. Et après, on va s'intéresser aux conséquences sociales sur vous, que ça a, sur vos emplois, sur les enjeux auxquels vous faites face, notamment en matière de conditions de travail. Et on finira par les actions que vous pouvez éventuellement mettre en œuvre pour y faire face. Alors, sur le marché de l'externalisation de la relation client. Si on commence d'abord par le monde, déjà, petite précision d'ailleurs que j'ai pas fait au début, ce support, il va vous être envoyé à l'issue de la présentation. Et d'ailleurs, il y aura vraisemblablement un replay hein, de cet échange qu'on a aujourd'hui qui sera mis en ligne et on pourra vous envoyer le lien aussi pour vos équipes. Alors, c'est un marché qui progresse. Il progresse de façon quasi constante hein, au fil des années. Il y a eu un vrai pic avec la crise sanitaire. Mais ce pic est devenu un peu un plateau comment dire, qui s'est confirmé, quoi. Ça aurait pu très bien faire un pic puis une descente. C'est pas le cas. Le Covid a été un accélérateur, mais c'est quelque chose qui s'est confirmé. Le marché continue de croître. Comment est-ce qu'il croît? Il croît parce qu'il y a une part de plus en plus grande des entreprises qui externalisent leurs relations clients. Alors, c'est un marché aussi au niveau mondial, hein, parce qu'on va le voir, c'est pas du tout pareil au niveau français. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté, c'est-à-dire que le top 10, vous le voyez là, ils occupent ce gros tiers en fait du marché en fait. Voilà. On voit par exemple le leader mondial qui était les performances, c'était avant la fusion avec Majorel. Il occupe à peu près 6% du secteur. Non, c'était pas avant, c'était après, pardon. Mais donc le Téléperformance Majorel, c'est 6% du secteur et c'est le plus gros. 72% du secteur, c'est des petits acteurs. Donc, au niveau mondial, ça reste un marché avec beaucoup d'acteurs. Là, vous voyez les 40 premiers environ et vous voyez sur quelle zone ils sont. Et ça montre aussi alors qu'il y a Téléperformance et Concentrix qui sont partout, sont dans tous les secteurs. Mais par contre, il y a beaucoup d'acteurs qui vont être spécialistes que d'un secteur. Par exemple, Connecta.
qui est implanté en France pour le coup, parce qu'ils ont racheté comme data il n'y a pas si longtemps que ça. Leur spécialité, c'est l'Europe. Mais ils sont complètement absents sur le marché Asie-Pacifique. Donc c'est une spécificité de ce secteur-là, en fait. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il continue de croître autant. C'est parce que c'est un marché qui n'est pas très mature, comme on dit. Il y a encore beaucoup d'acteurs dans ce secteur. Lorsqu'on regarde le top, voilà, c'est le top 6, il y a eu, par contre, ça commence à se concentrer hein, de plus en plus, puisqu'il y a Téléperformance qui a racheté Majorel. Il y a Concentrix qui a racheté Webhelp. Donc Majorel, c'était l'ancien numéro 5. Webhelp, ça va être l'ancien numéro 4, quelque chose comme ça. Donc on a quand même voilà, des fusions. D'ailleurs, Téléperformance avait essayé de racheter Citel à l'époque, désormais Fundever, et Le ça a numéro 3, échoué. je crois, Webhelp, pardon. C'était numéro C'est ça, 3. numéro 3, très juste, merci. Et donc ça se concentre de plus en plus au sommet, quand même. Mais on le voit, les marches descendent assez vite, quoi. Il y a Concentrix et Téléperformance qui font à peu près la même taille. Et après, très rapidement, on a des acteurs de taille beaucoup plus réduite. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a eu quelques grandes acquisitions. Il y a eu Webhelp qui a été racheté donc qui était un leader, qui était le leader français d'ailleurs, Webhelp, qui a été racheté par Concentrix. Il y a Téléperformance qui a racheté Majorel. Donc, il y a quelques grandes annonces qui se sont passées. Et d'ailleurs, un grand sujet dont on va parler après, c'est aussi l'intelligence artificielle, où c'est pas un sujet récent, comme vous le savez déjà hein, dans le secteur. C'est un secteur où on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. Et on a une certaine accélération des investissements en la matière, avec des partenariats qui se font. Je ne vais pas les repasser un par un, vous les aurez dans le support. À la fin, ça montre juste une dynamique globale. Au niveau du marché français, je passe relativement rapidement, il y a une info juridique qui est importante, qui est le fait qu'il y a un contexte juridique qui se tend avec des contraintes supplémentaires, notamment pour tout ce qui va être appel sortant, qui de toute façon ne représentait pas beaucoup d'activités pour la plupart des centres de contact. Mais désormais, donc c'était déjà beaucoup plus resserré qu'avant, avec des plages horaires définies. Maintenant, le contexte se restreint encore davantage, et qui va se restreindre en 2026 en particulier, avec un accord explicite des consommateurs à être démarchés. Donc, c'est quelque chose qui va considérablement limiter la marge de manœuvre des grands acteurs en la matière. Le marché français, particularité comparé au marché monde, c'est un marché qui est beaucoup plus concentré que le marché monde. Vous le voyez ici en bas, le top 5 français, ils occupent 61% du marché en 2023. En 2024, ce sera encore plus parce qu'on voit que en moyenne, ils occupent plus de pourcents par an, quoi, à peu près. Donc la logique veut qu'en 2024, on le saura en septembre, parce que c'est des chiffres qu'on a à chaque fois en septembre de l'année suivante, on arrivera à 62-63% logiquement. Même plus, parce qu'en fait, avec la fusion de Téléperformance et de Majorel, en fait, le cinquième acteur devient un acteur supplémentaire, donc ce sera même un bon supplémentaire. Et c'est un marché avec une part de l'offshore qui s'est considérablement augmentée au fil des années. On est passé d'un tiers à peu près d'activité en offshore il y a 10 ans, enfin il y a 10 ans, il y a 12 ans maintenant, à plus de la moitié. C'est par contre un marché qui continue de croître. Le déclin, en fait, il se fait sur la partie française. Vous allez le voir juste là, enfin juste après cette slide-là. Là, vous voyez la répartition des acteurs français, du top 10 français. En plus, une bulle est haute, plus un acteur a de positions de centre de contact dans le monde, plus un acteur est sur la droite, plus il a de positions en France. Donc ce qu'on voit, c'est que les leaders mondiaux sont pas forcément les leaders français. On a Téléperformance, du coup, qui est le leader mondial, qui est pas si bien positionné que ça en France. Et comme vous le savez, qu'il l'est encore moins maintenant, parce qu'il y a un plan de départ volontaire avec une très forte réduction des effectifs. On a Majorel qui est très fort en France. Et pourquoi ils sont séparés? C'est parce qu'ils n'ont pas encore fusionné d'un point de vue opérationnel à l'heure actuelle. C'est encore des sociétés distinctes, c'est encore des marques distinctes, ils ont encore des clients distincts. Et c'est pour ça qu'on les a séparés. Alors que Concentrix et Webhelp, ici, on les a unis parce que, pour le coup, la fusion est bien plus avancée de leur côté. Les leaders français, c'est Concentrix et c'est Majorel. Les leaders, je veux dire, sur le marché français. Je passe rapidement sur les détails là, mais on a une offshoreisation qui est croissante avec des ouvertures de hubs un peu partout dans le monde qui se renforcent chez tous les principaux acteurs, Téléperformance, Endeavor.
Armatis et compagnie. Il s'est passé quelque chose d'historique en 2020 qui se confirme à l'heure actuelle, c'est que l'offshore a dépassé la France. C'est-à-dire que sur le marché, l'offshore, quand je dis offshore, c'est le marché, l'offshore sur le marché francophone. Donc, on fait, pour faire très simple, les groupes font plus d'argent sur le marché francophone via des filiales offshore. Donc, ça va être des filiales au Maghreb, des filiales en Afrique subsaharienne, des filiales notamment à Madagascar, que en France. Et cette tendance, elle se renforce et elle s'accroît de plus en plus et le gap continue. Alors qu'on voit bien que le CA français, lui, il bouge pas. Il stagne. Mais vu que le CA français stagne dans un chiffre d'affaires global qui monte, c'est bien qu'en fait, la croissance, elle va où? Eh ben, elle va à l'offshore. Qu'est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'offshore? Le nearshore, c'est l'Europe, mais c'est globalement un secteur enfin, une zone en déclin. L'offshore 1, c'est aussi en déclin, en réalité. Et c'est là où c'est le Maghreb. C'est un peu le marché le plus qualitatif de l'offshore parce que c'est des salaires plus élevés. On va avoir l'offshore 2, on va avoir l'offshore 3, qui est celui qui grimpe le plus, parce que c'est le plus low cost, si on veut. En tout cas, en termes de salaire et en termes de coûts pour l'entreprise. En France, majoritairement, c'est le Nord qui concentre la plus importante concentration, on va dire, de sites. Ça a toujours été le cas historiquement et ça se maintient aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais, point important. Ce que vous voyez ici, c'est la part d'offshore pour les principaux acteurs. Si, pour ceux qui étaient là, peut-être, lors de notre webinaire il y a 2 ans, les choses étaient beaucoup plus nuancées. Il y avait toute une partie, on va dire, un peu hybride d'acteurs qui avaient entre un tiers et 50% de leur activité en offshore. C'est fini. Ces acteurs-là, ils ont basculé avec une majorité en offshore. Ça allait être, par exemple, ça allait être Fundever qui était dans ce cas-là. Et donc voilà, ça en tout cas, c'est terminé. Maintenant, la majorité des acteurs, sauf Armatis, a la majorité de son activité en offshore, en France. Par secteur, je vais pas passer, voilà, vous le savez, vous le vivez au quotidien, vos secteurs historiques sont en plein déclin. La téléphonie, énergie, utilities, c'était des tendances au long terme, elles se confirment aujourd'hui. Et les secteurs qui vont être en hausse, ça va être l'assurance, la banque. Majoritairement, c'est dans les secteurs qui sont eux en hausse. Les autres secteurs, ils sont plutôt stables globalement. Travel and hospitality, donc tout ce qui va être le secteur du voyage, de l'hôtellerie et compagnie, il retrouve son niveau précédent, mais il reste à des niveaux qui étaient ceux d'avant-crise. Et sur ce, avec un poil de retard, je vais passer la main à mon collègue pour la partie emploi et enjeux et conséquences sociales. Oui, merci Jolan. Donc effectivement, suite à ce panorama de l'évolution du secteur, donc il était important aussi qu'on aborde les conséquences, les effets en tout cas sur les conditions de travail et sur l'emploi des salariés en France. Donc de mémoire, je crois qu'il y a 300 000 salariés en France qui travaillent dans ce secteur. Donc il est important qu'on revienne sur les conséquences pour ces personnes. Donc, rappel de l'obligation légale, je pense que c'est un point d'entrée important à rappeler en préambule. Voilà, selon l'article L 4121-1, Jolante, si tu peux. Voilà, donc effectivement, donc c'est un point important à avoir à l'esprit. Cet article rappelle l'obligation qui s'impose à tout employeur, notamment l'employeur, le secteur des centres d'appel. Il y dit que cet article rappelle que tout employeur doit identifier et évaluer les risques, doit informer ses salariés, doit les former aussi, et suite à cette approche, proposer des mesures et des moyens qui soient adaptés aux conditions de travail. Donc voilà, donc ça c'est en préambule, il était important de le rappeler. Donc, point suivant. Alors, vous le connaissez tous, hein, il y a des contraintes sur les conditions de travail. Bon, classiquement, on rappellera plutôt des contraintes d'ordre technique. Voilà. Mais
avant d'aborder de points d'ordre technique, on rappellera qu'effectivement, c'est un secteur qui est marqué par des rémunérations assez proches du SMIC, assez faibles, avec comme conséquence de cette faiblesse en termes de conditions de travail, en termes d'organisation de travail, ça va contraindre les opérateurs à devoir justement s'épuiser peut-être pour obtenir justement de la part variable pour compenser la faiblesse de ce niveau de rémunération. Donc voilà, ça c'est une des incidences par rapport à ces niveaux faibles de rémunération qui peut induire une pression, un stress supplémentaire dans l'obtention de la des parts variables. Point suivant, alors évidemment, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est resté classiquement, vous connaissez tous, il y a des risques économiques, physiques et auditifs qui sont liés à cette activité. Alors, sans entrer dans le détail, vous savez très bien qu'il y a des atteintes auditives, parce c'est forcément assez sonore sur les plateaux, avec la pathologie de la voix aussi, les opérateurs doivent s'adapter, les conseillers clientèle, leur voix au bout d'un moment, alors à 8 heures par jour, ça au quotidien. Donc ça peut avoir des incidences au niveau de la voix. Il y a la fatigue visuelle, le travail sur écran, ça c'est classiquement connu, il y a une attention, une vigilance à avoir au travers l'utilisation d'outils, des applicatifs, et puis aussi les TMS, les troubles musculo-squelettiques. On sait bien que l'activité sédentaire, et en plus de ça, avec un niveau de stress, et beaucoup d'études scientifiques qui l'ont prouvé, il y a une incidence sur l'apparition des TMS. Voilà, donc vous comprenez bien, il y a un environnement de travail qui est propice à générer des troubles, voilà, on va dire physiques, rapidement. Et puis, parallèlement à ça, il y a évidemment des contraintes sur l'organisation du travail qui peuvent se décliner au travers, notamment de l'essor du télétravail. Vous voyez bien qu'en 2019, il n'y avait qu'à 1% de salariés qui pratiquaient le télétravail, et maintenant, en 2023, on en est quasiment à un tiers. Donc, vous voyez la tendance, presque voilà, un tiers des salariés, et on connaît tous que le mode ce travail hybride propose des avantages, des intérêts, certes, mais en même temps, des désavantages, voire des contraintes, voire handicapantes pour certains, dans la mesure où ça peut favoriser malheureusement parfois l'isolement, des managements un peu déviants parce qu'à distance. Voilà. Et puis, bah, certaines personnes ne sont pas forcément, bénéficient pas forcément de conditions de travail chez eux de façon ergonomique, comme on dirait, des postes de travail. Donc là, c'est pas forcément un, un avantage pour tout le monde dans la façon de traiter. Et je voudrais ajouter une petite aussi information, c'est que ce type de télétravail, ça peut devenir, on l'a vu dans certaines expertises, un moyen de pression aussi de la part du management, comme un moyen de chantage, voyez-vous. Voilà. Je t'accorde le télétravail si effectivement tu remplis tes objectifs ou tu euh, réponds favorablement à mes demandes. Donc ça peut être aussi une forme de pression pour les salariés. Autre point, voilà, il y a aussi des risques liés à la charge de travail et au stress, et ça vous le savez aussi, qu'il y a des objectifs de performance quantitative et qualitative, c'est pas toujours facile à atteindre, donc ça peut aussi induire ce qu'on appelle des qualités empêchées au travail, ça c'est un des facteurs de risque psychosociaux, on en parlait après. Le deuxième point, et là vous le savez tous aussi, c'est une organisation du travail qui est fortement encadrée. Il y a des outils pour ça. Voilà, de contrôle à distance même, de rappel à l'ordre, entre guillemets, si jamais voilà, il y a des téléconseillers qui prennent, soi-disant, des pauses trop longues, par exemple. Voilà, donc il y a tout un système de surveillance à distance et on continue et en permanence. Là aussi, ça peut apporter du stress. Il y a aussi un autre point de relation qui peuvent être très complexes et parfois tendues, à la fois avec la hiérarchie, le management, qui peuvent là, ouais, exercer une forme de pression auprès des conseillers parce que voilà, pour atteindre les objectifs, mais aussi, et vous le savez tous aussi, de la part des clients qui peuvent manifester là, des formes d'incivilité, voire d'agressivité verbale, qui sont assez, voilà, on va dire assez appuyées à certains moments. Et enfin, un dernier point, voilà, il y a des perspectives professionnelles assez limitées finalement. Il y a beaucoup de vos collègues qui s'interrogent sur le sens même, l'utilité même de leur travail. Et puis, eh ben, Jolan l'a rappelé,
il y a beaucoup d'incertitudes hein, sur la pérennité même hein, des emplois, hein, avec justement l'essor de l'offshore. Donc voilà, il y a une insécurité hein, par rapport à l'emploi. Alors, pour revenir un peu sur l'essor du télétravail et les effets sur les conditions de travail des conseils clientèle, bon, je vais peut-être pas passer trop de temps dessus, mais on sait bien hein, qu'il y a d'un côté des aspects positifs. Hein, bon, là, il y a une meilleure qualité de vie au travail par rapport à l'équilibre professionnel et privé. Il y a des diminution aussi, il ne faut pas négliger des coûts, par exemple liés au transport, où il y a aussi des temps de transport qui sont non négligeables parce ils sont diminués. Donc ça, effectivement, hein, ça peut avoir une incidence sur la fatigue voilà, physique. Voilà. Et puis ça peut aussi apporter des gains de productivité. Mais à côté de ça, en contrepoint, voilà, on a pu observer une intensification de la charge de travail, augmentation du temps de travail. Hein, voilà. On n'a pas forcément toujours envie de déconnecter, entre guillemets, en temps et en heure. Et puis, on a aussi, on s'est aperçu, et là, c'est pas propre aux conseillers clientèle, un phénomène d'isolement social et professionnel. Hein, le fait que voilà, d'être seul, entre guillemets, à domicile, ça peut justement altérer hein, le collectif de travail ou les coopérations avec les collègues. Donc, donc quelque part, hein, ça peut aussi avoir des effets négatifs hein, dans le fait de pratiquer le télétravail, notamment en termes de conseiller clientèle. Voilà. Enfin, bah, vous avez bien compris hein, de tout ce que on vient de se dire, il y a des effets sur le stress, sur l'état psychologique. Donc, il y a des risques hein, psychosociaux, notamment hein, lorsque l'on va déployer la numérisation du travail hein, dans le fait de la gestion de relations clientèle. Et là, je pense particulièrement à l'intelligence artificielle hein, et l'automatisation hein, voilà, qui peuvent augmenter l'anxiété et le stress chez les conseillers clientèle. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi, donc là, une intensification du travail, hein, avec le sentiment, au travers des outils, de devoir travailler plus rapidement, plus efficacement, hein, plus longtemps. Donc là aussi, il y a un sentiment d'être contrôlé en permanence, voyez-vous, être dirigé hein, par des algorithmes. Donc là aussi, hein, deuxième point, voilà. Il y a ce phénomène, ce sentiment de, voilà, on ne maîtrise beaucoup moins hein, le déroulement de son activité, notamment parce qu'il y a des algorithmes qui vont dicter, hein, imposer en tout cas, ce rythme. Donc voilà, donc là, c'est aussi, hein, c'est difficile de devoir travailler bah, avec l'aide, entre guillemets, hein, de robots qui devraient en principe nous aider, mais on verra que par moment, voilà, ça peut être un frein. Et enfin, voilà, là aussi, ça peut aggraver en tout cas le sentiment d'isolement social hein, dans les relations sociales avec les autres, avec ce phénomène aussi on l'a entendu souvent, il y a un phénomène de déshumanisation. Hein, c'est pas propre évidemment à vos secteurs d'activité, mais évidemment travailler avec des robots, donc là, ça peut mettre une distance, en tout cas, hein, dans cette relation clientèle. Voilà. Et enfin, euh, voilà. Avec ce système d'intelligence artificielle, là aussi, hein, il peut y avoir un renforcement hein, du sentiment d'être contrôlé en permanence, finalement, hein, par des algorithmes, mais, oui, mais ça n'empêche pas, et ça n'enlève pas surtout hein, le contrôle par le management, la hiérarchie. Et j'ai oublié de dire qu'effectivement, ce sentiment, on l'a entendu aussi souvent hein, dans le cadre de nos expertises, hein, voilà, la peur être à terme, hein, d'être remplacé par les robots, finalement. Hein. Alors, on verra que par la suite, les robots, ils peuvent pas tout faire. Et heureusement, d'ailleurs, ils devraient pas tout faire. Hein, on verra que tout à l'heure, voilà, il vaut mieux concentrer les robots sur des tâches plutôt simples dans la relation clientèle et laisser plutôt des tâches complexes hein, à la main hein, des conseillers clientèle. Voilà. Donc voilà, oui, effectivement, c'est ce que on a dit. La peur hein, de perdre l'emploi. Alors, suite à tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour justement pallier ces inconvénients, mais aussi rassurer hein, les conseillers clientèle, euh, notamment hein, à travers un certain nombre de mesures. Alors,
sans surprise, on va passer vite aussi, hein, de profession technique, travailler, hein, l'ergonomie des postes de travail. Hein, bon, même si maintenant il y a eu des efforts qui ont été faits sur les plateaux, bon, de ci, de là, on s'est aperçu que tout n'était pas parfait partout. Donc, revoir, hein, l'ergonomie des postes de travail, voilà, proposer euh, pour chaque conseiller clientèle du matériel, du mobilier qui soit adapté à leur activité. Voilà. Notamment, hein, le matériel, bah, on l'a dit tout à l'heure, il y avait un risque auditif, voilà, qu'il soit équipé en tout cas de casques, plutôt binaural, hein, voilà, double écoute, hein, pour diminuer les bruits ambiants. Donc là aussi, il faut vraiment, hein, avoir cette préoccupation de proposer des équipements adaptés et aussi des locaux qui soient adaptés, hein, aménagés de façon, voilà, à réduire le bruit au maximum, que des espaces qui soient suffisamment dégagé, hein, voilà, pour pas qu'il y ait une promiscuité, une exiguïté qui puisse induire, voilà, des méfaits, en tout cas, sur le bruit, et puis aussi cette espèce de sentiment d'être oppressé, en tout cas, si on est trop serré les uns par rapport aux autres. Voilà. Je reviens pas là-dessus, sur la climatisation, tout ça. Voilà. Et aussi, hein, à côté de ça, à côté des mesures techniques, on va proposer des mesures de prévention organisationnelle, notamment sur la charge et le rythme et le type de travail, hein. Dans la mesure du possible, alterner, hein, une activité, à titre d'exemple, hein, une activité où on est en contact direct avec le casque, tout ça, avec l'écran, avec le client, et pourquoi pas, dans la mesure du possible, alterner avec d'autres tâches, où on serait en retrait, hein, par rapport à cette pression, en tout cas, clientèle. Voilà. Limiter les horaires décalés ou irréguliers. Euh, Voilà, tout ça dans la mesure du possible, vraiment avoir à l'esprit, en tout cas, de pouvoir alterner, en tout cas, les activités dans la mesure du possible. Autre point, bah, le style de management, là aussi, on a bien compris que c'était comme une activité qui est soumise à une pression d'objectifs, hein, à atteindre, et au travers aussi, bah, de moyens de contrôle, hein, assez importants, hein, qui sont accordés, hein, aux responsables, d'équipe notamment, double écoute, tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, revoir, hein, avoir en tout cas une préoccupation sur le style de management. Hein, fixer des objectifs qui soient réalistes, hein, accorder des marges de manœuvre d'autonomie, hein, au conseil clientèle, notamment lorsqu'il y a des situations singulières, voire conflictuelles, sortir un peu dans la mesure du possible du script, hein, qui sont proposés. Voilà. Et puis, évidemment, hein, que les managers fassent davantage confiance, hein, au conseil clientèle, surtout lorsqu'ils sont en télétravail. Voilà. Et la formation des conseillers clientèle, ça c'est obligatoire, notamment lorsqu'on introduit de l'intelligence artificielle, l'automatisation. Mais vraiment, il y a un accompagnement à faire, en tout cas pour les conseillers clientèle, pour qu'ils soient à même d'être rassurés et de pouvoir travailler et utiliser de façon intelligente, entre guillemets, je me permets l'expression, ces outils. Bon, bah oui, alors il y a aussi des mesures, hein, qui sont à faire, hein, lorsqu'on est en télétravail, mais ça, et la numération, il y a des tâches, hein, pour aller vite, hein, le télétravail, bon, je pense que tout le monde maintenant, c'est plus ou moins déployé. On connaît les risques et les mesures de prévention qui vont avec, hein. En tout cas, énoncer des règles claires de fonctionnement de cette organisation. Hein, quels sont les types horaires de connexion, de contrôle à distance possible. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit compris, hein, et approprié par tout le monde. Voilà. Former, évidemment, sensibiliser la hiérarchie aussi, hein, pour ce mode de management à distance. Hein. C'est pas forcément évident d'avoir son équipe, voilà, hein, qui peuvent être bah, loin des yeux. Hein. Euh, et puis aussi former l'ensemble, hein, des conseillers clientèle à savoir utiliser à distance, hein, les outils informatiques, hein, qui sont mis à leur disposition parce qu'ils ne sont pas forcément, hein, une aide spontanée sous la main. Voilà. Donc là aussi, hein, pour qu'ils puissent gagner en autonomie. Euh, alors, on va passer sur l'autre point. Là, c'est peut-être plus préoccupant, hein, parce que c'est vraiment d'actualité. Là, c'est, voilà, le déploiement, de l'intelligence artificielle. C'est pas que propre, hein, à votre secteur d'activité.
Mais en tout cas, nous, hein, on a bien vu qu'il fallait absolument former hein, les conseils clientèle à l'utilisation technologies nouvelles pour certains. Parce qu'évidemment, voilà, pour certains, c'est une nouveauté, c'est pas forcément acquis d'avance de pouvoir utiliser de façon efficiente ces outils. Euh, et puis surtout, nous, ce qu'on s'est aperçu, il faut que l'introduction, en tout cas, de ces outils soit faite de façon transparente auprès des conseils clientèle. Il ne faut pas que ça se fasse à leur insu, évidemment. Alors, il faut qu'ils soient associés, impliqués. Et ça, c'est aussi, c'est propre à tout projet. Et là, je reviens à l'article voilà, L 4121. Il faut que l'employeur informe et forme ses salariés. Donc, il faut qu'il associe lorsqu'il met en place un nouveau projet tel que celui-ci, l'introduction d'une nouvelle technologie. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini ma partie, on a fini la présentation. Et puis, justement, maintenant, on va ouvrir le débat et puis répondre à vos questions, bien entendu. Non, tu n'as pas mis ton micro. Ah, merci, merci beaucoup, Kian. Kian, comme le disait Kian, et revenait notamment sur, on va dire, la réalité directe des difficultés de votre métier auquel vous faites face. Nous, on intervient dans un certain nombre de sociétés du top 10 là, qu'on vous a présenté au début. Et, euh, et même malgré l'introduction de nouvelles technologies, on voit bien que vous, sur le terrain, les difficultés, on va dire, il y a des difficultés auxquelles vous faites face depuis 10 ans et qui n'ont toujours pas changé, en fait, ou depuis 20 ans, en fait. Et on le voit euh, dans des DUERP qui sont absolument mal renseignés, qui sont complètement décorrélés de votre travail réel. Enfin, on le voit sur vraiment beaucoup de niveaux qu'en réalité, c'est un secteur qui fait face aux mêmes problématiques depuis très longtemps et où du coup, vous devez vous battre de façon assez, comment dire, répétée et régulière sur ces sujets-là. Vous pouvez intervenir aussi bien sur la présentation que sur, en fait, en dehors, le sujet n'est pas contraint du tout, hein. Ça peut être sur des questions très pragmatiques par rapport à vous, directement, à comment faire à votre niveau. Ça peut être sur des questions plus générales, que ce soit sur le secteur ou sur juste la France, voilà, le secteur français. Voilà, n'hésitez absolument pas. Vous pouvez soit lever la main et on vous ouvre le micro, soit vous pouvez les poser dans le module Q&A ou dans le module directement dans le texte. Il y a une Euh, question je- dans le module, a priori, de... Ah, donc quel sera l'impact sur l'emploi de l'usage croissant d'outils d'intelligence artificielle? C'est une très bonne question. En fait, il y a un peu une dichotomie dans ce secteur parce qu'on a d'un côté une communication croissante en fait et même des investissements croissants sur les outils d'intelligence artificielle. Mais en même temps, la réalité, vous, de vos métiers, en tout cas des remontées qui nous en faites, et les difficultés, elles ne changent pas tant que ça. Pourquoi? Parce que votre plus grand ennemi, c'est pas le bon mot ennemi, il faut le prendre avec des guillemets, hein. Mais, euh, mais avant d'être l'intelligence artificielle, en réalité, c'est la mondialisation et c'est l'offshoreisation. Parce que euh, des outils restent plus chers que des salariés qu'on exploite à l'autre bout du monde. Et c'est bien pour ça qu'on a une hausse de l'offshore qui monte, qui monte, qui monte. Donc, vous, la réalité de vos métiers, elle va être modifiée. Je laisserai Cuyen répondre à cette partie-là sur, grâce à ces outils, mais on n'est pas sur un remplacement. Parce que le remplacement, en fait, il se fait d'abord via des salariés exploités à l'autre bout du monde, avant de se faire via des outils. Et c'est bien la tendance qu'on voit. Ou alors, ce qu'on va voir parfois, ça va être des outils qui vont faciliter ce remplacement. Mais c'est-à-dire que un salarié malgache va avoir des outils qui vont lui permettre maintenant, Téléperformance a investi là-dedans, de gommer son accent. Il va avoir accès à des bases de connaissances qui sont aussi bien renseignées, voire mieux renseignées que les vôtres. Et c'est comme ça, en fait, que se fait. Ça peut accompagner le déclin de votre activité, mais le déclin, en réalité, il est avant tout via de l'offshoreisation.
Oui, effectivement, tu as raison, Jolan, mais donc dans la suite de ce que tu dis, l'IA, faut pas prendre ça comme un danger en soi, hein. C'est juste un outil, hein, pour vraiment aider le conseiller clientèle, alors à la fois pour le dégager des tâches simples, va-t-on dire, hein, pour répondre à des tâches simples lorsqu'il y a des demandes des clients, mais d'où l'intérêt de le former, de l'informer en continu pour l'accompagner, hein, de monter en compétence, hein, les conseillers en clientèle. Alors, si vous me permettez l'expression, pour qu'ils deviennent un conseiller augmenté, voyez-vous. Justement, de toute cette connaissance, en tout cas technologique, hein, pour qu'ils puissent donner ou fournir des réponses entre guillemets plus complexes, hein, qui ne pourraient pas être traitées entre guillemets par les robots. Voilà. Donc, c'est toute cette partie complémentaire, riche en informations, hein, ça ne pourra être que traité par un être humain, va-t-on dire. Et puis, j'ajouterais, d'autre part, il y a aussi l'aspect, et souvent les clients le disent, hein, lorsqu'on on a affaire des enquêtes, ils se plaignent, hein, de cette forme de déshumanisation. Hein, lorsqu'ils ont affaire, et lorsqu'ils savent, hein, qu'ils ont affaire à un robot, ils préfèrent conserver et maintenir en tout cas cette relation, entre guillemets humaine avec un conseiller en chair et en os, même quand bien même il serait à distance. Voilà. Ils préfèrent, en tout cas, ils préfèrent en tout cas ces relations. Donc, l'IA ou l'automatisation, la digitalisation, c'est pas, faut pas voir ça comme forcément comme une menace, entre guillemets, mais il faut pas non plus se laisser déborder. Donc, d'où l'intérêt de former et faire monter en compétence les conseils clientèle. Et du coup, après, il y avait une autre question, et donc j'en profitais là pour aborder un autre point qui est important. Donc, à nouveau, la question était qu'il y avait des cabinets de conseil qui combinent déjà offshore et IA, et est-ce qu'on a la même tendance qu'à l'œuvre dans la GRC? Alors oui, en partie, pas totalement. Comme je le disais avant, elle est freinée par le coût, en fait. L'IA conserve quand même un coût élevé. Euh, des salariés en offshore 3, donc vraiment l'offshore très éloigné, le Togo, Madagascar, ont un coût très réduit. Donc c'est ça qui freine en partie cela. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est une tendance qui est tout de même à l'œuvre. Il y a les outils qui sont à l'œuvre pour faciliter, en effet, la combinaison IA et salariés offshore. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit sur le marché français, je ne vais pas revenir sur la slide, mais que les secteurs qui vont progresser, et ça reboucle un peu avec ce que disait Kuyen avant, ça va être assurance et banque, ça va être des clients en fait qui ont intérêt à ce que, enfin des donneurs d'ordre pour vous, donneurs d'ordre qui ont intérêt à ce que l'activité elle soit maintenue en France. Pour différentes raisons, des raisons réglementaires, des raisons de qualité de la prestation, de qualité du contact aussi. Et ces clients-là, pour l'instant, c'est des secteurs qui résistent assez bien à ces tentatives-là et à ces tentations-là. Pour les secteurs historiques, énergie, tout ce qui va être les fournisseurs d'accès à Internet, pour le coup, là, oui, ils en sont assez friands. À la fois de l'offshore, à la fois de l'IA, et de tout ce qui peut leur permettre de réduire les coûts. Et ça me permet d'ouvrir sur un autre sujet qui est vraiment central pour vous dans vos négociations. C'est finalement la répartition de la valeur entre ces... Alors, outre déjà d'un point de vue tout à fait global, hein, c'est-à-dire entre le salarié et puis les actionnaires, mais donc ça, c'est un sujet plus global et qui nous tient beaucoup à cœur à Syndex, mais même entre la France et les filiales étrangères. Parce que les contrats, en fait, ils ne les auraient pas pour la majorité des acteurs. Vous n'auriez pas des contrats si vous n'aviez pas une présence française, si vous n'aviez pas des conseillers français. Et donc, c'est un enjeu, en fait, dans les négociations de comment est organisée la relation avec le client et comment sont organisés les flux financiers qui vont avec. Lorsqu'il y a un client où il y a 80% de la prestation qui est effectuée en Afrique subsaharienne, par exemple, comment est-ce que ça fonctionne? Où est la marge? Est-ce qu'on a une marge garantie au niveau français? Est-ce qu'on a une marge garantie au niveau de la filiale?
la réponse, elle change vraiment d'un acteur à l'autre. Et c'est loin d'être neutre pour les salariés français parce que c'est des marges de manœuvre en moins ou en plus qu'il y a chez vous. Et on voit vraiment qu'il y a des recettes très très différentes d'un acteur à l'autre. Et ça, l'IA, elle renforce réellement l'IA et les outils qui permettent l'offshoreisation renforcent ces problématiques-là de répartition de la valeur au sein du groupe et pour la France et du coup pour vous. Parce que du coup, le temps qu'il y ait une autre question, je pourrais en dire un petit peu plus à ce sujet-là. En fait, on peut trouver parfois des modèles qui vont garantir une marge en France. On peut trouver parfois des modèles qui vont garantir une marge à l'étranger, et c'est loin d'être neutre, parce que la question, c'est qui assume le risque dans tout ça, qui assume les pertes pour les clients qui sont à perte. Et vous le vivez dans vos quotidiens, ça dépend si votre CSE a une commission économique ou pas. Bon, ça dépend à quel point vous êtes proche du sujet, mais dans tous les cas, vous le vivez. Et c'est des questions qui sont très loin d'être neutres, et l'offshore vient percuter directement ça. Alors, une autre question, les réactions des clients qui exigent d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice française peuvent-elles peser sur la décision de l'entreprise de GRC? Alors, oui, alors officiellement, ce qu'on va entendre de la part des directions, nous, on ne peut pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais on va régulièrement avoir des directions qui vont dire euh, l'entreprise X propose, enfin le centre d'appel X propose, le client dispose. Officiellement, les directions disent qu'elles ne proposent pas réellement l'offshore, que c'est le client qui le propose. Et du coup, ça implique aussi l'inverse. Ça implique aussi, bien sûr, que les clients veulent la France. Donc oui, ça pèse. La question, c'est quel secteur, tout simplement. C'est quel secteur va avoir ce type de position-là. L'entreprise, dans l'absolu, a plutôt intérêt à avoir des clients. Ça dépend. Elle peut avoir plutôt intérêt à avoir des clients en France. Tout dépend de, on va dire, sa structure de coût en France aussi, hein. Euh, Normalement, vu que les prestations françaises vont être vont avoir vont être un prix supérieur, ça peut être intéressant pour le groupe. Mais ça peut être intéressant pour le groupe d'avoir des prestations à l'offshore si la marge est plus élevée à l'offshore. Donc, normalement, la réaction du client a une importance. Nous, dans les faits, on voit quand même des groupes qui vont avoir parfois des intérêts à offshoriser, même pour un client qui demande, qui propose, qui souhaiterait la France. Voire même à faire du mixte, voire même, c'est en théorie illégal, on peut le voir parfois, des sociétés qui vont en partie faire des petits bouts d'offshore, mais vraiment à la marge sur des contrats qui sont censés être français. C'est pas censé être autorisé. Ça peut arriver à la marge et là, eux, ils ont un intérêt, mais ils y prennent aussi un risque sur la relation client, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question que vous posez là, à savoir est-ce que l'obligation de démarcher va avoir un impact, va réduire le marché, dans quelle proportion? Alors, il y a eu une levée de bouclier hein, vraiment du marché hein, sur la question. Nous, c'est délicat. Dans les entreprises dans lesquelles on intervient, on a du mal à avoir des informations sur la quantité de l'activité qui va être due à du démarchage. Et c'est quelque chose qui est difficile. Le marché est plutôt discret sur la question, en tout cas dans les études notamment de EY. On verra celle de 2024, celle-ci qui va être intéressante, qui sera publiée en septembre. Enfin, parce qu'à chaque fois, comme je vous disais, c'est une année en arrière. Euh, Là, on va voir un peu la réaction du syndicat patronal en la matière. C'est assez dur à évoluer. Nous, dès qu'on aura des éléments qui nous permettront de l'évaluer, on le fera apparaître, aussi bien dans nos rapports que dans des supports voués à être connus de tous, comme celui-là. Mais à l'heure actuelle, moi en tout cas dans les acteurs pour lesquels je suis intervenu, j'ai pas forcément d'éléments de réponse vraiment chiffrés là-dessus. Je sais pas si toi, Frédéric, je suis en train, toi qui es plus au niveau, parce que moi, j'interviens plus au niveau des sièges, en fait, des sociétés. Et je sais pas si toi, du coup, toi, Frédéric, t'as plus Euh, toi qui es plus au niveau opérationnel, si t'as des éléments de réponse. en repensant aux différents dossiers sur lesquels on a pu intervenir, c'est quasiment intégralement de l'appel entrant. Hmm. Donc du coup, c'est difficile. Enfin, je sais pas trop dire.
Je sais que comment Nadège doit être dans les dans les participants. Enfin, pour moi, sur leur site à eux, en tout cas, c'est essentiellement de l'entrant. Il me semble que chez Intelsia, c'est aussi de l'entrant beaucoup. Euh, ouais, non, je sais pas trop. J'avoue que j'ai fait une fois une mission, c'est du sortant, mais c'était du marché. Enfin, c'était un métier très spécifique. Je pense que ça n'existe plus Parce, maintenant. Mais parce que je sais, pardon, j'ai non, pas là, compris. j'ai pas de, je sais pas répondre à cette question. Parce que pour tout vous dire, là, dans les derniers acteurs importants chez qui on a intervenu au niveau du siège, du coup, on intervient notamment d'un point de vue stratégique, c'est ça qui est important, quelle est la stratégie à court, moyen terme, avec quel est l'environnement hein, qui contraint cette stratégie. Et c'était pas vraiment une préoccupation de la direction. Donc, ce qui sous-entend que c'est une portion relativement réduite du marché sur qui ça a un impact. En quelque sorte, l'impact s'est déjà fait avant. C'est déjà quelque chose qui s'est considérablement réduit visiblement. Parce que dans les stratégies, pour un acteur que je ne vais pas citer là, mais réellement, il n'y avait pas une seule ligne sur la question. Alors même qu'on savait déjà que ça se réduirait très fortement, que ce point-là de l'activité. Mm. Non, mais je me permets de rajouter qu'effectivement, en termes de conditions de travail, là aussi, ça peut être un facteur de stress, hein, pour les conseillers clientèle, parce qu'effectivement, la perspective des réductions peut-être hein, du marché, ça a une incidence peut-être sur les emplois. En revanche, et là, je me permettrai aussi de rajouter que, voilà, euh, en tout cas, les appels, si jamais d'aventure cette directive doit être appliquée, les appels, entre guillemets, ils ne seront plus que efficaces et voire plus utiles hein, pour les conseillers clientèle. Ils ne vont pas devoir faire des appels entrants ou sortants plutôt, pardon, voilà, à l'appel, comme si vous me permettez l'expression. Donc, ce sera beaucoup mieux ciblé hein, et donc au moins c'est infructueux. Toujours une autre question sur la part des réponses écrites. Est-ce qu'elle va augmenter et est-ce elle va favoriser les outils IA? Alors, est-ce qu'elle va augmenter? Oui, en tout cas, globalement, on est sur une tendance. C'est pour ça d'ailleurs que l'appellation est passée de centre d'appel à de centre de contact. Bon, ça fait longtemps hein, maintenant, hein, ça fait une ou deux décennies que c'est le cas, parce que les points d'entrée sont beaucoup plus variés qu'avant. WhatsApp, en effet, mais vraiment pas tout canal confondu, hein. C'est une tendance qui s'accentue, même si la voix, elle va pas complètement disparaître. C'est impossible. Ça reste le moyen le plus rapide hein, de répondre aux clients. Et les outils d'IA sont en effet plus faciles sur des réponses écrites. Même si, de notre expertise, de ce qu'on voit, pour l'instant, les solutions sont rarement, comment dire, tout IA et en tout cas, jusqu'à maintenant en tout cas, le client va rarement interagir directement avec une IA. Pourquoi? Parce que, il y a les questions de pertinence. Même si l'IA était pertinente dans 90% des cas, ce qui n'est pas le cas, hein, très clairement, les 10% restants, c'est énorme en fait. C'est colossal. Et si jamais vous vous retrouvez avec une IA qui hallucine, comme c'est souvent le cas, ça serait un gros problème en fait pour les donneurs d'ordre et même ça peut même être des problèmes juridiques derrière hein, pour eux. Pour l'instant, on est vraiment sur les solutions hybrides dans une majorité de cas en fait, où le téléconseiller, enfin le conseiller client, parce qu'il n'est pas forcément télé, le conseiller client fait l'interface avec l'IA. On a eu un gros coup d'annonce, vous l'avez peut-être vu l'an dernier, qui a fait chuter d'ailleurs le cours de bourse de Téléperformance de Klarna. Klarna, c'est une solution de paiement en ligne, bon, peu importe à la rigueur, mais qui a dit, au moment de son entrée en bourse d'ailleurs, qu'ils allaient passer par l'IA pour remplacer tous leurs conseillers clients, eux en interne en fait. C'était Klarna, c'est pas un concurrent, c'est plutôt un client potentiel en fait pour les centres d'appel, les centres de contact. Et en réalité, c'était plutôt un effet d'annonce que d'autres choses, en fait, qui a fait beaucoup de mal d'un point de vue sur le marché. Mais dans les faits, non. Enfin, il n'y a pas de mouvement des acteurs pour l'instant de basculer vers des outils IA réellement pour répondre en direct quoi, aux clients.
Jusqu'à maintenant, on est plutôt sur un conseiller augmenté. Euh, et vraisemblablement, ça va rester le cas euh, parce que enfin, rester le cas en tout cas à moyen terme, parce que la pertinence des outils n'est pas du tout suffisante pour pour se passer d'humain. C'est absolument impossible. Alors, justement, Klarna vient d'annoncer qu'ils allaient recruter, du fait des réclamations de ses clients, qui souhaitent parler à des conseillers. Oui, oui, bah voilà. Et pour tout vous dire, nous, du coup, on avait échangé avec un des acteurs qui était directement concerné, en fait, par par la question, et qui voyait ça vraiment comme comme un effet d'annonce qui était là pour accompagner l'entrée en bourse de Klarna. Il y a beaucoup d'effets d'annonce par rapport à l'IA. Surtout dans ce secteur-là, parce qu'il y a des fantasmes sur le fait que l'IA puisse vous remplacer, hein, les conseillers clients. Et, euh, et dans les faits, il semblerait qu'on soit à peu près arrivé à la limite, à court terme en tout cas, de ce qui est possible en matière de remplacement. Parce qu'il y a une vraie question de pertinence. On ne peut pas. Là déjà, et il y a une question de tolérance aussi. On a déjà des services qui ont plus dégradé pour les clients. Et on ne peut pas les laisser se dégrader éternellement sans y perdre après en chiffre d'affaires. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors pour information, c'est pas forcément un train à prendre, hein. Donc si jamais il y a des questions qui émergent après la présentation, enfin, vous n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées à moi et à Kuyan ici. Si jamais c'est pour nous contacter alors que vous êtes sur un site en région, bah, on fera le lien avec nos collègues en région. Si c'est une question de SCT, bah, du coup, ce sera davantage Kian qui sera l'interlocuteur pertinent. Voilà, Frédéric, lui, il est en région. Donc, n'hésitez pas, c'est des questions qui émergent après. On sera, voilà, on répondra présent et on sera là pour ça. On sait que c'est un secteur difficile. C'est pour ça qu'on est à... Syndex est très présent sur ce secteur. Dans la majorité des acteurs du secteur, on a déjà fait des expertises. On a déjà fait les droits d'alerte, on a déjà fait un certain nombre de missions, quelles qu'elles soient. Et donc, on se tient à votre disposition au besoin. J'en profite de ce petit temps je vais répondre à une question et après. Le taux de syndication et centre d'appel, on n'en a pas. Alors nous, historiquement, c'est un endroit où on a des syndicats relativement forts. On le voit, alors ça dépend, je peux pas forcément vous dire les noms, mais ça dépend des entreprises. On a des entreprises où on a une politique vraiment de casse, hein, des syndicats avec un dialogue social rendu difficile, même sur le point juridique, avec des accords vraiment hostiles qui ont été signés. Hostile au droit à l'expertise, hostile au droit des CSE tout court. Donc, historiquement, on a un dialogue social assez fort, avec des élus assez forts, mais on a des directions qui commencent à s'armer de plus en plus. Le taux, nous, on l'a pas, de notre côté. On n'a pas un taux sur ce secteur-là, et on ne saurait pas forcément vous le dire. Donc, j'en profite pour vous donner aussi un peu les actualités qui peuvent vous intéresser. Là, les actualités, c'est index, mais c'est pour vous. On a dans les semaines à venir un certain nombre de webinaires qui peuvent vous intéresser. Il y en a un qui est vraiment central sur l'IA. Donc il y a un événement à Paris, bon, c'est pour ceux qui peuvent se déplacer à Paris, qui sera aussi diffusé en ligne le 17 juin, et qui est par rapport à IA et dialogue social. Donc là, c'est vraiment pas vraiment lié à votre métier, mais lié à la question de l'IA qui va bousculer réellement le dialogue social en entreprise. On a une question réellement IA et salariés pour le coup le 24 juin. C'est à nouveau un événement en ligne euh, IA ne laissez pas IRP ne laissez pas l'IA décider sans vous l'avenir des salariés parce qu'il y a un gros enjeu pour vous à être consulté en fait à chaque fois qu'on met en place ce type d'outil et on l'a beaucoup vu notamment dans votre secteur que c'est mis en place sans vous consulter. C'est assez régulier. Et un autre événement, alors qui vous concerne beaucoup, alors même que, comme vous allez le voir, c'est en théorie, c'est les rencontres de la métallurgie. Donc, ça ne vous concerne pas directement, mais le sujet vous intéresse énormément parce que c'est au sujet des primes. Et vous êtes quand même dans un secteur où les primes, c'est vraiment central. C'est la majorité de la rémunération hors SMIC des salariés. Et donc, il y a eu une autrice, en fait, qui a fait un livre sur la question, sur le sujet des primes, de la frustration salariale, de pourquoi est-ce que les primes ne fonctionnent pas, quelles sont les primes qui fonctionnent et comment.
Et pour vous, ça peut être très intéressant, notamment en vue de vos négociations de NAO, parce que par exemple, pour vous donner un exemple, les primes collectives ont tendance à marcher, sauf quand elles sont à des échelons qui dépassent le collectif. C'est-à-dire, par exemple, une prime qui va être à un niveau national, alors que vous, votre collectif de travail, il est au niveau de votre centre à vous, et ben, ça a tendance à ne pas fonctionner sur la motivation des salariés. Donc pour vous, ça peut être des bons arguments derrière pour la négociation de vos accords et pour savoir à quel échelon réellement négocier. Sur ce, le webinaire touche à sa fin. Donc, comme on vous a dit, il y a ces événements d'ailleurs que vous retrouvez sur syndex.fr. Donc, voilà, il y a quelques événements fin juin, début juillet qui peuvent vous intéresser. C'est un plaisir de faire ce webinaire pour vous. On vous enverra naturellement le support. Vous retrouverez le replay sur notre site et on reste à votre disposition pour toute question, tout échange auprès de vos équipes, quelles qu'elles soient. Un grand merci à vous tous. Merci à toutes et tous. Merci, bonne journée. Bonne Bonne journée. journée.